Bonjour, nous revoilà ensemble pour MQ2, la suite de MQ1. Donc, nous avons vu le premier paragraphe qui était un ensemble de généralités, et maintenant on va passer au grand 2, passage de l'onde vers la notion de corpuscule, et on est en électromagnétisme. Voilà, bien. Donc, l'an dernier, en PCSI, vous avez pu avoir accès à différentes expériences, à différentes déductions, notamment quelque chose qui concerne un effet tout à fait particulier que on appelle l'effet photoélectrique. Et je vous rappelle ce dont il s'agit. Il s'agit d'envoyer une onde plane progressive monochromatique qui a une pulsation oméga, une fréquence nu et une certaine direction, un certain flux en joules par seconde sur une plaque de métal et éventuellement d'éjecter des électrons. Alors, bilan de cette expérience, je vous le rappelle, c'est que le nombre d'électrons que l'on peut extraire est indépendant du flux, c'est-à-dire de l'énergie que l'on envoie. En revanche, il dépend fortement de la fréquence qui est utilisée. Et qu'il y a extraction si et seulement si la fréquence est supérieure ou égale à une fréquence seuil qui dépend du métal, hein, et que l'on interprète ça de la façon suivante. On pense donc que dans un métal, eh bien, l'énergie par rapport à la valeur extérieure qui est prise nulle, en fait, correspond à un puits d'énergie potentielle. Ça, c'est l'intérieur du métal, hein, et que donc, pour une particule disponible ici, un électron, l'extraire, ça veut dire lui communiquer cette énergie nécessaire, et on appelle le fond du puits de potentiel moins V0 en énergie potentielle, ce qui veut dire que V0 est positif, que l'on peut définir ce qu'on appelle un travail d'extraction, hein, et que on appelle V0 simplement la valeur absolue de W0, le travail d'extraction, hein, qui dépend du métal considéré, le zinc, le fer, le cuivre et ainsi de suite, hein. Et la relation qui va avec pour exploiter ceci, qui est la conservation de l'énergie, et qui traduit que si la fréquence est plus élevée que la fréquence seuil, l'électron est éjecté et possède une certaine énergie cinétique en plus après extraction, c'est d'introduire une constante qu'on appelle H, constante de Planck, qui vaut 6,62 10 puissance moins 34 joules seconde, mais qui est aussi de l'ordre de 10 puissance moins 34 joules seconde si on l'écrit sous forme H bar, qui vaut H divisé par 2pi. Voilà. Moyennant quoi, en utilisant cette constante de Planck arrivée à cette occasion, on prétend que l'énergie s'échange par quantum d'énergie. Ce n'est pas le nombre de quantums qui compte, c'est la valeur de ce quantum, et que c'est un processus 1 pour 1, c'est un quantum qui réagit avec un électron, et un seul, pas deux quantums qui vont s'additionner pour donner plus d'énergie à l'électron, ni un demi-quantum s'il y a trop d'énergie qui arrive et que l'électron en a besoin de moins, c'est en effet 1 pour 1. Eh bien, la conservation de l'énergie s'écrit par postulat de tout ceci, H nu égale le fameux V0 qui est en joules, l'énergie nécessaire à donner, à communiquer à l'électron pour qu'il soit arraché du métal, plus le reliquat d'énergie cinétique qu'il peut avoir, de mv2, hein, voilà, c'est sa vitesse, j'écris un petit v rond, et en fait, le v0, il s'écrit h nu seuil. Voilà. On a donc maintenant, en termes, je dirais, de fréquence, hein, et de relation, la fréquence que vous envoyez égale la fréquence seuil plus 1 sur 2 h mv.
Voilà. Donc, tout ce qui est en rapport avec l'application directe de ce quantum d'énergie qui est échangé 1, pas 2, pas 1,5, vous trouvez ça dans la feuille d'exercice de TD de mécanique quantique 1, que je vous ai déjà donné. Et ce sont les exercices 7, 8, 9 et 10. Et pour aborder ces exercices et les résoudre, vous avez besoin de la base de données, vous savez, ce recueil de bases numériques que je vous ai fourni en début d'année et qui vous permet de trouver dans un tableau l'ensemble des travaux d'extraction des métaux considérés. Vous aurez affaire au zinc, à différents métaux, et vous pourrez résoudre ça. Alors, soit on fera une correction en fichier PDF que je vous ferai parvenir, soit je ferai une correction au tableau si tout marche bien et qu'on n'a pas de problème d'enregistrement. Voilà donc je vous ferai parvenir en PDF la base de données si vous ne l'avez plus à disponibilité, la feuille d'exercice de TD, qui vous permettra de vous entraîner. Donc voilà, on a déjà là un élément, l'énergie s'échange par quantum, et on va attribuer à une corpuscule, pour l'instant parfaitement fictive, ce quantum d'énergie. On va appeler cette particule éventuelle, cette corpuscule éventuelle, le photon. Et pour ce qui nous intéresse pour l'instant, au photon est associé un quantum d'énergie, un h nu, un h bar oméga ou un hc sur lambda si vous voulez. C'est le quantum d'énergie que peut transporter ce photon. Et il délivre son contenu d'un seul coup, pas par morceaux, et il ne s'associe pas à d'autres pour augmenter la livraison. Voilà. Donc ça, c'est l'effet photoélectrique. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit encore pas pour définir un quantum. Il faudra, en plus de ça, une autre expérience qui va permettre de conférer à cette même particule, qui possède donc un quantum d'énergie, une quantité de mouvement, comme pour un point matériel. Donc, c'est l'effet quantum qui étudie tout simplement le choc ou les chocs entre une onde plane progressive monochromatique qui arrive avec une fréquence, je dirais, nue, et un électron qui appartient à un atome, dans le cas où le quantum d'énergie, H nu, est bien supérieur à l'énergie de liaison de cet électron dans l'atome. C'est-à-dire que lorsque le photon va être absorbé par cet électron, ou qui va être échangé, il va y avoir quelque chose qui fait qu'il va être arraché, donc il va se retrouver libre, et à l'issue de ce choc, que l'on peut symboliser, je dirais, de la façon suivante, voilà l'onde plane qui arrive sur un simple électron qui est là, à l'issue du choc, eh bien, on va avoir un électron qui est là, qui va partir dans une certaine direction avec une certaine vitesse, un certain vecteur vitesse. Cette direction, on peut la repérer par un angle θ, et un rayonnement qui part avec une fréquence nu' dans une direction θ'. Voilà. Donc, en réalité, il y a tout un tas de possibilités pour le rayonnement après choc et l'électron qui doivent conserver dans tous les cas, comme tous les chocs, l'énergie cinétique, l'énergie disponible et la quantité de mouvement. Voilà. Et donc, ceci nous amène à attribuer à ce même photon, en fait, une quantité de mouvement P qui va s'écrire de la façon suivante, H nu sur C, c'est-à-dire c'est le quantum d'énergie divisé par la vitesse de la lumière dans le vide, que multiplie le vecteur UK, puisque je vous rappelle que le rayon suit l'onde, c'est-à-dire que la direction dans laquelle part le rayonnement et l'énergie qu'il contient, c'est la direction du vecteur K de propagation. Conséquence de quoi, vous voyez que pour nous, un photon, ça sera l'ensemble de plusieurs grandeurs. Alors, bien sûr, une énergie qui vaut H nu, H bar oméga, HC sur lambda. On voit là que la corpuscule qui nous intéresse, le photon, la particule,
elle est reliée aux grandeurs caractéristiques de l'onde plane progressive monochromatique, sa fréquence, sa pulsation, sa longueur d'onde. Voilà, la chose est claire. Bien. Mis à part ça, il possède une quantité de mouvement qui vaut donc H nu sur C vecteur UK, et que si vous regardez bien, c'est H bar vecteur K. Voilà. Et on va rajouter à cela que c'est une particule qui possède la vitesse C. Donc, la vitesse de cette particule, c'est C fois la direction UK. Et en tant que telle, c'est une particule relativiste, puisqu'elle se déplace à la vitesse de la lumière, et que ce que nous n'avons pas vu, mais ce que vous admettez, pour les particules relativistes qui se déplacent à la vitesse de la lumière, nécessairement, la masse est nulle. Et donc, le photon est une particule de masse qui vaut 0 kg. Rigoureusement nulle. Donc le photon, en fait, ce sont les particules qui permettent de parler de l'onde plane progressive monochromatique, voilà, et qui, bien sûr, va posséder une énergie, son quantum, son quanta d'énergie, une quantité de mouvement, le rayon suit l'onde, une vitesse qui vaut la vitesse de la lumière dans le vide, et une masse qui vaut 0, puisque c'est une particule relativiste qui se déplace à la vitesse de la lumière. Voilà. Ce n'est pas tout. Maintenant qu'on a bien qualifié ce qu'est un photon, on aimerait relier la quantité de photons aux caractéristiques de l'onde. Bon, alors, les caractéristiques de l'onde, l'onde plane progressive monochromatique, elle est de plusieurs grandeurs. D'abord, le vecteur de Poynting moyen, je rappelle, en joules mètre moins 2 seconde moins 1. Il y a la densité volumique d'énergie U qui est en joules mètre moins 3. Et il y a ce qu'on appelle le flux à travers une surface S, tel qu'on l'avait mis dans le paragraphe précédent, et qui est tout simplement en joules par seconde, donc seconde moins 1. Voilà. Il y a ces trois grandeurs-là que l'on est capable de relier à l'écriture du champ électrique complexe associé, voire le paragraphe précédent. Maintenant, ces grandeurs-là, on va les associer aux photons. Et on va définir trois choses. Ce qu'on va appeler n-phi, le nombre de photons par seconde dans le flux de particules qui accompagne le flux, je dirais, de l'onde électromagnétique. Ce nombre de photons par seconde, chacun d'eux transporte H nu, joules, et donc s'il y a n-phi photons par seconde qui passent à travers la surface S, on va avoir le fait que phi S, ça vaut le nombre de photons par seconde fois H nu. H nu, H bar oméga, HC sur lambda, c'est comme on veut. On est bien d'accord? On va définir maintenant le nombre de photons par seconde par unité de surface, ce qu'on va appeler NS-phi. Donc, nombre de photons par seconde par mètre carré. Ça va nous donner ceci, puisque chaque photon trimballe une quantité H nu joules, des joules par mètre carré par seconde, donc on est avec le vecteur de Poynting. On va pouvoir écrire que le vecteur de Poynting moyen, ça va être N S phi H nu UK. Je vous rappelle que le rayon suit l'onde. Voilà. Et puis, on va définir une troisième grandeur, ce qu'on va appeler grand N phi, en nombre de photons par mètre cube, qui, pour chacun d'eux ayant l'énergie, son quantum H nu, va représenter une densité volumique d'énergie, petit u, en valeur moyenne, qui vaut N phi H nu, de cette façon-là. Il y a bien sûr des relations entre ces trois nombres-là qui vont nous permettre d'avoir la quantité de photons. On voit que N, S, phi, c'est N phi sur S, et que si on raisonne, si je prends, je dirais, une surface S, je prends des photons
qui vont se déplacer à la vitesse de la lumière. Je prends donc une longueur L qui vaut C fois une seconde. Ça représente la distance parcourue par les photons, je dirais, en une seconde. Hein. Et en conséquence de quoi? Eh bien, on a ici un cylindre qui a comme volume SC fois une seconde, hein, en mètres cubes. Et donc, ces photons allant à cette vitesse-là, pendant la durée d'une seconde, s'il y a, je dirais, n phi photons par seconde qui rentrent, ouais, en une seconde, il en est rentré n phi. On a donc ici n phi photons qui sont là. Et donc, le nombre de photons par mètre cube, c'est petit n phi divisé par SC. C'est-à-dire, c'est ns phi divisé par C. Voilà. Voilà. On a relié maintenant les grandeurs de l'onde électromagnétique, à savoir le vecteur de Poynting moyen, la densité volumique d'énergie moyenne et le flux à travers une surface S au nombre de photons par seconde, au nombre de photons par seconde par mètre carré, au nombre de photons par mètre cube, tout ceci étant relié de cette manière-là. Donc, en fait, un flux lumineux moyen, une densité volumique d'énergie, un vecteur de Poynting moyen sont reliés aux paramètres de l'onde avec, d'un côté, le champ électrique complexe associé, l'écriture du paragraphe d'avant, et maintenant au nombre de photons. Voilà, ceci est très important. On est donc passé, ça a été établi, très bien établi, partout admis, qu'on pouvait représenter une onde plane progressive monochromatique par un flux de photons, ces photons étant des particules tout à fait particulières, qui se déplacent à la vitesse de la lumière, qui ont une masse nulle, qui ont une quantité de mouvement et un quantum. Et la quantité de mouvement, c'est la valeur du quantum d'énergie divisé par C. La direction étant celle du rayon lumineux, bien sûr. Et donc, maintenant, on a trois choses qui sont en relation. Le champ électrique complexe associé à l'onde, les trois grandeurs énergétiques que nous avons décrites dans le paragraphe précédent, et maintenant, la notion de photon avec le nombre de photons par seconde ou par mètre cube qui suivent l'onde et qui permettent de passer d'une représentation continue électromagnétique à une représentation discontinue, à savoir des corpuscules, des photons qui constituent cette onde. Voilà, ceci constitue le paragraphe 2, MQ2. Rendez-vous à MQ3.